Très bien. Bon, je pense qu'il y aura encore d'autres personnes qui vont nous rejoindre. On va commencer parce que 1 heure, ça va passer vite. Moi, pour me présenter, donc, je suis Maïlis, campus manager de la West Coast School de Lyon. Et donc, on va parler ce soir des métiers de la data et notamment de mixité dans les métiers de la data avec donc nos 3 intervenantes qui se présenteront dans quelques minutes. Merci à vous d'être là, Marie, Anne et Andrea. C'est un honneur. Et donc, avant qu'on commence, merci de bien muter vos micros. Mutez vos micros et vous pouvez aussi mettre vos questions dans le chat et on y répondra à la fin. On aura un petit temps questions-réponses. Donc, on va commencer notre table ronde. C'est étouffé. Je peux pas faire mieux, j'avoue. Est-ce que le son, comment est le son là? Il est bien? Ouais. Il est ok. Bon. J'avoue, je peux pas faire mieux là. Très bien. Donc, avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, je vais rapidement vous parler de la West Coast School. Donc, les personnes qui sont déjà à la WIDE connaissent bien ou qui ont déjà fait la WIDE connaissent. Donc, pour les autres, très rapidement, donc on est une école qui forme au métier du numérique. On a une vingtaine de campus en Europe et en France. On forme sur 5 domaines de formation: la data analyse, le développement web, la cybersécurité, le no-code et product management. En termes d'insertion professionnelle, on est à 84% d'insertion professionnelle 1 an après la fin de formation, donc pour les personnes qui ont été formées sur les métiers et les formations dont je viens de vous parler. On a ouvert en 2014, donc on a formé plus de 3500 élèves. Et bien évidemment, l'objectif, c'est l'insertion professionnelle de nos élèves. Donc, on a plus de 1000 entreprises partenaires en France et en Europe. Sur nos formations en data, donc on a 2 formations, notamment en full-time et en part-time. On a la formation data analyst sur 5 mois, c'est une formation initiale. Donc, la prochaine rentrée est en septembre. Et on a une prochaine on a une formation, donc c'est la data scientist et qui ouvre cette fois en novembre. Et c'est une formation qui est en alternance, donc on est sur un niveau au-dessus. Voilà. Donc, ça crée un sorte de parcours que les personnes que nos élèves peuvent faire sur data analyst et ensuite de la data science. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, pourquoi encore parler de mixité dans les métiers tech? Pourquoi finalement faire une table ronde sur ces sujets? Donc l'idée, c'est de vous montrer 2 noms significatifs. Il y en a plein d'autres, bien évidemment. Dans les métiers de la data, on a 15% des personnes qui travaillent qui sont des femmes. C'est assez peu. Et dans les métiers du numérique, 23% seulement. Voilà. Donc, clairement, ce que ça montre, c'est qu'on a encore du chemin pour arriver à une mixité à 50-50. Et c'est justement pour ça qu'on fait ces tables rondes et qu'on en parle, hein, tout simplement. C'est pour sensibiliser, c'est aussi pour inspirer, c'est pour tout simplement échanger avec le public et puis échanger aussi avec justement des professionnels qui travaillent dans les secteurs de la tech. Et puis, pourquoi pas, petit à petit, faire bouger les choses sur ces enjeux qui sont quand même très, très importants. Andrea, je vais te laisser la main, comme on en avait déjà parlé, sur les métiers de la data très rapidement, puisque en fait, on va parler des métiers de la data. L'idée, c'est juste que ce soit clair pour vous que sur des métiers sur lesquels on va parler, il y en a 3 notamment qui sont phares. Donc, je vais laisser Andrea parler rapidement de ces 3 métiers pour que tout soit clair. Oui, je vais être un peu courte. En fait, le mot-clé data science, il est apparu depuis 2002. Et donc, sur le marché, il y a plein de profils qui ressortent. Et les plus importants sont celles présentées par Maëlys ici, data analyst, data engineer et data scientist. Sachant que dans une petite structure, les tâches qu'un data analyst peut faire sont aussi des tâches qu'un data scientist pourrait faire, puisque plus
plus qu'on travaille dans des entreprises plus petites, plus qu'on sera amené à toucher plus de variétés de sujets, plus de fonctionnalités et à avoir plus de connaissances et de compétences. Et donc, pour commencer, le modèle explique bien, en fait, le data analyst est celui qui a une compétence métier, mais aussi une compétence assez technique pour qu'il puisse prendre les données qui viennent du côté métier au sein d'une entreprise et pour qu'il puisse les lire, les analyser, faire des modélisations statistiques dessus afin de communiquer, de réaliser des rapports par l'intermédiaire de différents outils de visualisation, par exemple, et à le mettre à la disposition des décideurs économiques. Et donc, en fait, le data analyst, il est un petit peu au milieu du chemin entre les métiers, ceux qui ont la connaissance de domaine sur lequel ils travaillent, dans l'industrie où ils travaillent. Et il est aussi au mi-chemin par rapport au business, c'est-à-dire celui qui prend des décisions par rapport à ces données. Bien sûr que le data analyst peut interagir avec plein d'autres types de profils, par exemple de développeurs qui vont s'assurer que les données sont mises à jour de façon régulière ou voir des autres représentants de l'entreprise qui auront besoin des visualisations particulières à présenter aux clients. Donc, c'est un domaine extrêmement puissant, très intéressant et je vois que World School, il met plein d'accent sur ce domaine-là. Il est extrêmement puissant et pour quelqu'un qui n'a pas de compétences poussées dans le développement, ben, c'est le way to go. Voilà, donc si vous n'avez pas de compétences fortes, mais vous voulez vous lancer dans ce domaine de la data, sachez que le data analyst est un domaine qui peut vous plaire et un domaine très intéressant et qui va vous ouvrir les portes vers les domaines de data engineer et aussi data scientist. Pour continuer, le data engineer, c'est le profil le plus technique parmi ces trois groupes. Pourquoi? Parce que lui, il vient d'un background de développement, il vient d'un background d'ingénierie informatique forte et lui, dans un contexte de modernisation de structures et de mise en place des entrepôts de données en cloud, ben lui, il est la personne qui va s'occuper de ces structures cloud, il est la personne qui va s'occuper de l'architecture de vos données et bien sûr, il est la personne qui va vous répondre le plus rapidement possible à tous les besoins par rapport au stockage de données, migration de données, big data, toutes sortes de structures, lecture de données, hébergement sur des serveurs particuliers et connexion à ces données. Donc, si vous n'avez pas de compétences fortement de développement, ben en fait, le data engineer, ça va être un peu plus compliqué, mais c'est pas si difficile parce qu'actuellement, ce qu'on voit sur le marché, désolée Maëlie, je parle, ce qu'on voit sur le marché, qu'en fait, le data engineer commence à prendre du volume. Et c'est-à-dire que les entreprises, depuis le confinement, se sont orientées plus vers des profils de data engineer et non pas sur des profils de data scientist. Parce que avant tout, les projets d'innovation, elles se basent sur des projets, sur des données. Et si ces données ne sont pas dans le bon endroit, stockées de la façon propre dans des entrepôts de données visibles aux gens qui veulent l'utiliser, ben alors on ne pourra pas faire des projets innovantes. Et donc, tout projet de data science, d'intelligence artificielle qui existe, passe par le besoin d'avoir un data engineer ou des personnes qui ont des compétences de big data, de cloud notamment, et d'architecture de données à les mettre en place. Voilà. Et donc, le dernier, c'est le data scientist qui doit avoir des compétences à peu près de partout. C'est-à-dire qu'un data scientist doit être la personne qui est capable à suivre tout un cycle d'un projet data à partir de la collecte de données, à partir de l'introspection sur les types de données à utiliser, dans les modélisations statistiques qu'on peut avoir et sur des plateformes dont le data engineer fait son développement et maintenance. Donc, si en tant que data scientist, on n'a pas de concepts de base de data engineering ou de data analyst, ben on ne peut pas se considérer un data scientist. Et donc, le data scientist est celui qui a le plus de compétences, les plus variables, les connaissances les plus globales par rapport au sujet de la data. Mais bien sûr que c'est un apprentissage qu'on fait de façon régulière. Et lui, il se spécialise sur des problématiques de modélisation prédictive et de machine learning, des modélisations statistiques, mais bien sûr qu'il s'appuie sur toute une équipe, si c'est pas que lui-même dans une petite structure, pour développer des projets de data. Voilà, Maëlys, je te donne la main. Merci beaucoup, Andrea. C'était très complet et puis on pourra revenir dessus si jamais il y a d'autres questions.
Je Oui. vais te laisser garder la main pour te présenter, rentrer un petit peu plus en détail pour justement vous présenter toutes les trois. Je vais vous laisser la parole. Je te laisse la main pour commencer, Andrea. Bah, c'est gentil, je me préparais pour une petite pause. Merci encore une fois, Maëlys, pour cette invitation. Je suis très contente de donner suite à cette réunion, à cette conférence qui vise aussi de montrer qu'on a plein de capacités à prouver sur le domaine de la data dans un monde extrêmement émergent où les données sont, comme je dis, l'or numérique de notre ère actuelle. Donc, enchantée de vous connaître toutes et tous. Je m'appelle Andrea Turcu, je suis data scientist depuis environ 4 ans et demi. Je suis venue en France il y a 6 ans pour continuer mes études. Donc, dès que j'ai fini, j'ai intégré des entreprises pour travailler. En début en tant que data analyst et après, j'ai migré peu à peu sur ces problématiques qui lient plus à la partie de machine learning. Actuellement, je suis consultante data scientist chez Devoteam depuis 2 ans, qui est une boîte de consultance. Et en plus de travailler sur une mission à temps plein, je suis aussi chargée du pôle One Data sur Lyon. Et donc, en fait, mon but est de m'assurer que le collaborateur ont bien les compétences nécessaires pour évoluer dans leur domaine professionnel sur la partie data. Et plein d'autres choses. Je fais aussi des interventions comme par exemple à Wild School. Et en plus de ça, je suis la présidente de l'association Lyon Data Science sur Lyon. Donc, si jamais vous voulez aussi suivre des autres initiatives régulières comme des présentations autour de la donnée pour la communauté de Lyon, n'hésitez pas à nous suivre et il sera un plaisir pour tous de rentrer en contact parce que le but principal pour nous est d'avoir une communauté active, d'animer cette communauté de données et de faire partager les connaissances entre nous. Donc, c'est ça. Merci. Super, merci Andrea. Anne, je te laisse prendre la suite. Oui. Vous m'entendez bien là? Oui, nickel. Ouais, ok. Bonjour à tous. Merci Maëlys pour l'invitation à cette table ronde. C'est des sujets auxquels je suis assez sensible, donc je suis contente d'être parmi vous ce soir. Moi, pour ma part, je suis Talent Acquisition Specialist chez Ubisoft Ivory Tower. Donc, c'est une entreprise de jeux vidéo dans la région lyonnaise. Et mon job, c'est... il y a plusieurs axes, mais le premier, c'est le recrutement. Donc, je suis spécialisée dans le recrutement des profils tech pour Ubisoft à Lyon. Je travaille aussi je suis en charge de toute la partie relations école. Et donc, c'est par ce biais que j'ai rencontré Maëlys pour la White Code School. Et je travaille aussi sur la marque employeur. Donc, on travaille beaucoup sur les sujets justement de diversité et inclusion qui incluent la diversité des profils féminins au sein de notre studio et aussi sur l'intégration des collaborateurs. Ça fait pas mal de sujets. Super, on pourra en reparler tout à l'heure justement. Marie? Donc moi c'est un dernier, donc je m'appelle Marie, je suis ancienne élève de la Wild, j'ai suivi la formation de mars l'année dernière. Ça me fait plaisir de se retrouver là, ça me rappelle de bien bons souvenirs, beaucoup de fatigue, mais c'était franchement chouette. Et donc après avoir suivi le cursus à la Wild, j'ai intégré Capgemini Engineering où je suis consultant en partie data visualisation. Donc en fait je suis en bout de chaîne et je suis sur la restitution de la donnée. Et j'aimerais bien m'orienter un peu plus sur les métiers de data engineer. C'est vraiment ce qui m'attire. Donc, je vais me laisser un petit peu de temps, mais c'est vraiment ce vers quoi je voudrais aller. Super. Hâte de voir où tu en seras dans les prochaines années alors. Très bien, super. Merci beaucoup encore d'être là. La première question qui m'est venue et que j'avais envie de vous poser, c'est savoir si vous aviez un rôle modèle, une femme que vous trouvez inspirante et qui a travaillé dans le monde de la tech. Donc, j'ai mis des petites photos des rôles modèles dont vous m'avez parlé et notamment Dorothy Duboisson,
Marie, il me semble que c'est une personne qui m'a dit qui t'inspirait beaucoup. C'est ça, c'est moi qui l'ai choisie. En fait, elle a eu un rôle hyper important pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, on ne parlait pas encore complètement d'informatique, mais c'était vraiment, on était aux prémices. Et en fait, elle a eu un rôle important. Elle a craqué avec les supercalculateurs, elle a craqué les codes des nazis. Donc, du coup, elle a aidé l'Angleterre à décider du moment où ils allaient venir nous aider. Et en fait, à ce moment-là, ces tâches-là qui étaient dites d'informatique étaient pour les secrétaires parce que ce n'était pas du tout valorisant. Mm. Et cette femme a eu un rôle hyper important et je suis hyper fan. Super, super. Il y a Margaret Hamilton aussi pour Anne, tu m'en as parlé. Oui, alors j'ai choisi parce que c'est la mathématicienne qui est à l'origine du programme de priorisation des tâches de la mission Apollo 11, donc qui a permis à des astronautes dont Neil Armstrong d'atterrir sur la Lune. Et en fait, c'est vrai que c'est une mission qu'on attribue beaucoup aux hommes sans savoir que derrière tout ça, il y avait une femme. Donc, c'est le rôle que j'ai choisi. Après, je voulais aussi nuancer en précisant que pour moi, en fait, on peut toutes devenir des rôles modèles. Moi, en tant que femme, j'ai eu la chance d'avoir des rôles modèles, ma mère, mes grands-mères, et je pense que ça conditionne aussi beaucoup comment choisir notre parcours. Donc, pour moi, voilà, on doit toutes être ou en tout cas, on a le choix d'être des rôles modèles pour les jeunes filles et les jeunes femmes qui nous entourent. Tout à fait. Bah, c'est bien pour ça que je vous ai invité. Hein. Et Andrea, donc tu m'as parlé de Marie-Lucie Cartwright. Oui, je l'ai choisie aussi parce qu'elle est mathématicienne et donc en fait, elle est considérée comme la grand-mère des sciences de données modernes. Donc, c'est-à-dire que elle a contribué à toutes sortes d'algorithmes qui auront constitué la base de la data science d'aujourd'hui. Elle a écrit plus de 100 articles sur l'analyse classique, les équations différentielles, et elle a été parmi ceux qui ont développé la théorie du chaos. Et en plus de ça, en fait, bon, elle venait d'une très bonne famille. C'est pour ça qu'en 1900, en début de ce siècle, elle a eu l'occasion de faire toutes sortes de grosses universités, comme par exemple, elle a fait des universités à Oxford. Elle a enseigné aussi. Et en plus de ça, elle a pris plein de prix. Par exemple, elle a été, juste pour que je lise, elle a été la première femme d'avoir reçu la médaille Sylvestre, qui est la médaille de l'encouragement de la recherche mathématique. Elle a été présidente de l'association mathématique et aussi de l'association London Mathematical Society. Elle a aussi été présidente de l'association des femmes dans les domaines des sciences. Donc, elle a fait plein de choses révolutionnaires, pareil, si importantes comme celles présentées par mes collègues tout à l'heure. Très bien. Moi, j'ai une question avant qu'on continue à l'auditoire. Je voulais savoir si vous connaissiez ces femmes. Si vous les connaissez, est-ce que vous pouvez appuyer sur la petite main, lever la main? Vraiment, il y a 4 personnes. Donc, finalement, pourquoi j'ai posé cette question, c'est que effectivement, les femmes, comme vous le disiez, hein, les femmes ont été pionnières de l'informatique et on n'en connaît pas beaucoup en fait. Oui, après, il y en a plein d'autres, bien évidemment. Hein, on ne pouvait pas toutes les citer. L'idée, c'était vraiment aussi de montrer que, justement, c'est important d'avoir des rôles modèles et c'est important de pouvoir se projeter aussi dans ces métiers et de voir qu'il y a des femmes qui travaillent dans les métiers tech et qui ont été pionnières aussi dans ces métiers. Donc c'est aussi pour ça qu'on voulait en parler. Et puis, oui, effectivement, il y a plein de femmes qui ont fait énormément de prouesses technologiques. Par exemple, il y a le film Les figures de l'ombre qui en parle aussi très bien. On va continuer sur le sujet avec un petit état des lieux. Donc, on a bien vu que en soi, la mixité, c'était pas encore trop au rendez-vous.
Et donc vous, en fait, qui baignez dans le monde de la data, quel est votre ressenti par rapport à ça? Par exemple, Anne, qui travaille dans le milieu RH, est-ce que tu vois qu'il y a beaucoup de femmes qui postulent sur les métiers dont tu t'occupes, les métiers tech dont tu t'occupes? Alors, il y en a, mais toujours trop peu. J'ai pas de statistiques sur le pourcentage de femmes qui postulent. Mais globalement, en fait, on essaye de mettre des actions en fait en place pour les encourager à postuler et aussi à aller au bout des processus de recrutement. Donc, si tu veux, je peux en parler. Oui, bien sûr, tu peux nous expliquer un petit peu ce que l'UNICEF met en place justement pour un peu contrer le manque de candidates. C'est ça. Et bien, du coup, déjà sur la partie recrutement, nous, on a un petit peu changé nos façons de rédiger nos offres d'emploi. Instinctivement, en fait, on mettait un maximum de prérequis pour soit trouver le candidat ou la candidate idéale, soit en fait pour élargir en fait notre panel de candidats et de candidates. Et finalement, on a compris en fait que les femmes postulaient moins ou postulaient peu, voire pas du tout, quand elles ne remplissaient pas la totalité des critères, des prérequis, ce qu'on appelle les prérequis, donc ce qu'on indique dans le profil, les préqualifications. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'était d'en mettre maximum 6 pour toutes les offres, que ce soit des offres de manager, de senior ou de junior. Maximum 6 pour pas que les femmes se brident et qu'elles tentent leur chance, en fait, même si elles ne remplissent pas tous les critères. Donc ça, c'était le premier point sur lequel on a travaillé. Après, c'est aussi l'accompagnement durant le process de recrutement, parce qu'on s'est aussi rendu compte que les femmes, donc elles se brident avant de postuler, mais aussi durant les process, lors des tests techniques, par exemple. On se rend compte que si elles sentent qu'elles ne vont pas réussir le test, elles s'arrêtent et elles ne vont pas au bout. Et ça, encore une fois, c'est dommage parce qu'un test technique, c'est jamais. L'objectif, c'est pas forcément de le réussir, c'est en tout cas de montrer les compétences qu'on a à l'instant T. Et donc, on les accompagne aussi sur ce point-là en leur expliquant tout simplement à quoi sert le test technique. L'autre point, c'est sur la marque employeur, forcément. Aujourd'hui, on travaille, on a parlé des rôles modèles juste avant, et on travaille à créer des rôles modèles, que ce soit pour les jeunes filles et pour les étudiantes qui sont aujourd'hui dans les études supérieures. Donc, pour la Journée internationale des droits des femmes, on a sorti plusieurs épisodes d'interviews en fait de femmes de notre studio, donc de tous les métiers, que ce soit en art, en design, en programmation, pour qu'elles puissent parler en fait de leur parcours scolaire et professionnel dans l'industrie du jeu vidéo, mais aussi dans l'industrie en général qui est la tech. Et le dernier point sur lequel on travaille aujourd'hui, c'est la partie associative, donc de se rapprocher d'associations qui visent à promouvoir les femmes. Et on travaille aussi beaucoup avec Women in Games. Donc ça, c'est une association qui est très présente dans l'industrie du jeu vidéo pour justement accompagner les femmes et les personnes non binaires dans l'industrie. Et donc, ça passe par du coaching, de la sensibilisation au syndrome de l'imposteur, du partage de bonnes pratiques, un peu des tables rondes aussi, comme on le fait aujourd'hui. Donc, on a encore plein de choses à faire et plein de sujets à travailler. On est loin d'être parfait, mais en tout cas, on essaye de travailler sur ces sujets. Non, en tout cas, vous mettez en place des actions justement pour un peu contrer ce que vous avez déjà vu dans les candidatures que vous recevez, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a peu de femmes encore qui postulent justement. Donc, ouais, c'est très intéressant. Marie, toi qui travailles à Capgemini, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tu travailles dans une équipe plutôt mixte. Comment ça s'est passé après la Wild? Et qu'est-ce que tu penses justement? Pourquoi les femmes, pourquoi il y a moins de femmes qui postulent en fait finalement? Alors, dans mon équipe, on n'est pas du tout mixte. On est 2 femmes. Voilà. Sur combien? 2 femmes sur 14. Donc, c'est pas beaucoup. Par contre, quand j'étais à la Wild, on était moitié-moitié dans ma promo. Ouais. Donc, ça, c'était pas mal. Et avant ça, j'étais déjà dans l'IT, moi, mais pas complètement dans la data. Et j'étais la seule femme sur 25. J'ai fait 17 ans. Et 17 ans, j'étais vraiment la seule femme. Et pourquoi les femmes ne postulent pas? C'est vraiment ce qu'on disait avant tout à l'heure, parce qu'elles se brident à l'avance, on n'ose pas, on a peur le jugement, qu'est-ce qu'on va penser de moi si je rate? Et si je rate, on cherche aussi ce que disait Anne tout à l'heure, quand on regarde les offres d'emploi, on a l'impression toujours qu'on cherche un petit peu le mouton à 5 pattes. Et nous, les femmes pensent qu'il faut avoir toutes les compétences pour.
et se dévalorisent souvent devant les compétences des hommes qui assument davantage ce qu'ils sont ou pas. Et une femme a plus de difficultés à ça. Et c'est vraiment dommage, il faut oser. C'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Et d'ailleurs, il y a quelque temps, je ne serais pas venue vous parler comme ça, je n'aurais pas osé. Et maintenant, c'est quelque chose que j'ose, parce qu'après tout, pourquoi on se cacherait derrière nos compétences? On les a, il faut les assumer, et il faut y aller. Merci beaucoup, Marie. Andrea, qu'est-ce que tu en penses? On avait un petit peu échangé sur ça, justement, les raisons un peu pour lesquelles la mixité est encore loin, on va dire. Déjà, je suis d'accord avec Anne et Marie dans le sens où on n'a pas cette assertivité en tant que femme de dire voilà, on a ces compétences, on s'auto-évalue, on est fier de ce qu'on peut faire. Parfois, nous, on est trop modeste et ça se ressent à l'entretien et c'est juste dommage parce que c'est ici qu'on rentre dans ce syndrome de l'imposteur duquel on a parlé aussi, dans le sens où on déborde moins de confiance dans nos capacités, même si nos capacités sont autant compétentes ou bonnes que celles des autres personnes. Et donc ça, c'est aussi un point sur lequel j'ai dû aussi travailler, puisque ce n'est pas évident de sortir devant un public et de dire voilà, je sais faire ça. Ce n'est pas évident de s'assumer les capacités ou de se présenter dans la bonne lumière dans laquelle on devrait se présenter puisqu'on le mérite, puisqu'on a l'expérience et puisqu'on a travaillé autant pour arriver à cet endroit-là. Et donc, je suis d'accord, parfois, il y a cette timidité caractéristique au sexe faible, on dirait, mais c'est quelque chose que je vois s'améliore de plus en plus et le but est justement de montrer par des modèles, comme on l'a fait tout à l'heure, Maëlys, que c'est possible et qu'il n'y a pas de différence de qualité de cerveau, il y a juste des différences des attitudes. Et donc, si je veux dire quelque chose en tant qu'un motto à avoir, c'est l'attitude la plus importante et donc avoir une attitude confiante et s'évaluer de façon objective et non pas de façon perfectionniste est quelque chose extrêmement important de nos jours qui va donner une visibilité encore plus importante sur nos qualités professionnelles. Oui, de toute façon, c'est toujours un sujet délicat et complexe, le pourquoi du comment sur la mixité. En tout cas, si je résume un petit peu ce qui s'est dit et si je rajoute quelque chose aussi, en fait, c'est un peu comme si on avait un sort de schéma qui s'était mis en place depuis très longtemps, hein, d'ailleurs, qui date, qui est lié à la société, qui est lié à l'éducation, qui est lié à énormément de choses, qui font que, d'une certaine manière, les femmes, alors généralement, hein, bien évidemment, on est assez global, peuvent justement plus être perfectionnistes, moins oser tenter, moins oser négocier leur salaire. Par exemple, ça me rappelle une anecdote avec la cuisine du web, donc la cuisine du web qui est un organisme sur Lyon qui réunit beaucoup d'entreprises, d'écoles du secteur du numérique. Ils font des événements tous les ans et ils recherchent tous les ans des speakers et ils ne trouvent jamais de speakers femmes. Et pourtant, ça manque pas. Vraiment, pourtant, ça manque pas. On a énormément de speakers femmes sur Lyon et dans l'écosystème, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a un manque de légitimité. Voilà. Et enfin, c'est ce qui m'a été ressorti de la cuisine du web et c'est pour ça qu'en fait, ils ont mis des actions en place justement pour que, en fait, tout simplement, qu'ils aient plus de speakers. Oui, mais c'est une bonne remarque. En fait, moi, j'étais invitée à un meet-up pour parler avec eux et justement, ça, c'était une vraie problématique, celle de, on a plein de
compétences, on peut les partager, mais parfois on est un petit peu timide de montrer le fait qu'on est capable de le faire. Et parfois, il faut juste sortir de sa zone de confort et de dire, même si je ne me sens pas à l'aise devant un gros public ou même si je ne me sens pas à 100% à l'aise, il faut le faire parce que je vais apprendre de cette expérience. Peut-être c'est pénible au début, peut-être je me sens pas à l'aise, mais je vais avoir de l'expérience pour continuer à le faire. Et donc, juste pour finir, j'ai toujours voulu parler en public. Et au début, c'était pas évident, en fait. Voir aux États-Unis, parler en public, c'est la première peur, voire plus grande que mourir ou, je sais pas, être attaqué par un criminel en série. Et donc, c'est vraiment amusant. Et je dis, mais s'il y a des gens qui peuvent le faire et s'ils le présentent avec telle de fierté leur capacité de partager l'information, pourquoi je pourrais pas faire? Parce que j'ai pas des choses différentes par rapport à tous les autres. Il faut juste que je travaille dans ce domaine-là. Et donc, le travail, la persévérance et le désir de sortir de sa zone de confort pour évoluer, ce sont les plus importants avantages, les plus grands armes qu'on peut avoir juste pour se montrer et pour se mettre en valeur. Voilà. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Andrea. Ça rejoint aussi les enjeux et les questions qu'on va soulever dans une minute. Je ne sais pas si Anne, tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on avance. Oui, en fait, quand on cherche justement des femmes pour intervenir dans les interviews qu'on prépare pour l'externe, on rencontre aussi ce type de réaction. Non, en fait, je ne me sens pas, peut-être l'année prochaine, alors qu'elles n'ont pas besoin de plus de compétences que ce qu'elles ont à l'instant T pour faire la vidéo. Elles ont déjà en fait des choses à dire et c'est là où c'est dommage, c'est qu'elles n'ont pas conscience de la richesse de leur parcours et du fait qu'elles ont des choses à partager aux autres en fait. Donc je pense que je rejoins aussi Andrea sur le fait de sortir de sa zone de confort. Je sais aussi qu'il y a des coachings qui existent justement pour la prise de parole en public. Et ça, c'est un vrai sujet, je pense, pour les femmes. Mais est-ce que c'est pas aussi quelque part parce que pendant longtemps, on n'a peut-être pas eu la parole, qu'aujourd'hui, c'est inscrit comme ça. Je pense que c'est à nous, justement, aux femmes qui sont là ce soir et à toutes les femmes, en fait, de changer, justement, ces choses qui sont déjà inscrites, je veux dire. Oui, tout à fait. On le voit tout à l'heure sur les personnes, les rôles modèles dont vous avez parlé. Très peu de personnes finalement les connaissent alors qu'elles ont été vraiment pionnières en informatique. Et donc finalement, ça fait un petit peu boule de neige puisque on connaît très peu de femmes qui ont ou qui travaillent dans la tech. Donc on a du mal à se projeter. Et donc forcément, on va avoir du mal aussi à se dire qu'on va aller travailler dans ces domaines. Et puis quand on travaille aussi dans ces domaines, on est en minorité et donc on peut se sentir illégitime. Et donc c'est aussi pour ça que c'est vachement intéressant d'échanger et d'en parler et d'en prendre conscience aussi. On va pas révolutionner tout ça en une heure. Ça, c'est sûr et certain, mais l'idée, c'est au moins de s'en rendre compte et de se dire, voilà, peut-être que demain, je vais partager par exemple, le nom des 3 intervenantes que j'ai vues hier parce que c'était super intéressant et puis aussi les pionnières dans l'informatique, etc. Et c'est ça qui va faire aussi avancer les choses et puis se questionner sur finalement, est-ce que je suis pas légitime pour être speakeuse comme mon collègue qui a exactement les mêmes compétences et le même parcours que moi. Pour continuer un petit peu, vous en aviez déjà parlé justement. Andrea, notamment, tu as commencé à le dire. On parlait un petit peu du syndrome de l'imposteur, de l'impostrice. Vous, concrètement, quel est votre message pour les personnes, donc notamment les femmes qui veulent se former, travailler dans le métier de la data, donc soit qui sont juniors ou alors qui vont commencer. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Anne, par exemple. Moi, la première chose, je pense qu'il y a 2 éléments. C'est le premier, c'est d'avoir conscience en fait de ses réussites et d'accepter aussi de dire j'ai réussi, j'ai des compétences. Mais il y a aussi l'appréhension en fait de l'échec et en fait il faut c'est plus facile à dire mais apprendre de ses erreurs et en fait échouer. Alors après c'est peut-être aussi
une culture qui est très française, mais en France, échouer, c'est mal, alors qu'en réalité, quand on échoue, on apprend. Et je pense que c'est vraiment s'imprégner de ça, reconnaître ses réussites, ce qu'on est capable de faire. Et c'est aussi se reconnaître dans les yeux des autres, parce que des fois, voilà, on va pouvoir faire du feedback à quelqu'un, à une collaboratrice, et elle va pas réussir à reconnaître en fait justement ses réussites. Donc il faut accepter les feedbacks positifs et se servir en fait des feedbacks qui sont plus négatifs pour justement évoluer et développer ses compétences. Et après, le dernier point, moi, sur lequel je pense que beaucoup se reconnaîtront, c'est la recherche de la perfection. En fait, on n'est pas obligé de réussir tant dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, pour avoir réussi sa vie. Il faut accepter ses réussites, se dire ça c'est déjà quelque chose dont je suis fière. Et puis même s'il y a encore du chemin à parcourir, c'est pas forcément à la fin de notre vie quand on aura accompli un certain nombre de choses qu'on pourra être fier. On peut être fier dès maintenant. Et je pense que c'est ça, c'est reconnaître son parcours, reconnaître ses efforts, la persévérance, parce que tous les parcours, en fait, c'est du travail, c'est de la persévérance. Intégrer, pareil, une entreprise qui peut être à majorité masculine, c'est déjà de la persévérance et c'est déjà une fierté. Donc, je pense que les femmes, il faut vraiment qu'elles arrêtent de chercher la perfection à tout prix. Merci, c'était très très beau, très très inspirant. Merci beaucoup, Anne. Marie-Cécile, toi qui du coup a fait la WILD et tu t'es formée en tant que data analyst, quels sont tes tips, tes bonnes pratiques justement pour les personnes qui sont là, qui ont soit déjà été formées et sont juniors, ou alors sont intéressées et veulent se lancer un peu dans ces métiers. Comment, quelles sont tes bonnes pratiques? Comment un peu passer outre le syndrome de l'imposteur, de l'impostrice? Je pense qu'il faut arrêter de se poser trop de questions en fait, parce que plus on s'en pose et plus on se trouve des excuses et puis du coup jamais on avance. Il faut oser, il faut y aller. Alors, il ne faut pas foncer tête baissée non plus, mais je pense que c'est vraiment le point important. Il faut oser, et d'autant plus là qu'on est un petit peu tous à la maison en télétravail. Il faut même oser se montrer, de ne pas se cacher derrière son écran, et il faut vraiment y aller. Et des fois, ça marche, et des fois, ça ne marche pas. C'est ce que disait Anne tout à l'heure. Quand ça ne marche pas, ce n'est pas grave. On ne s'est pas cassé une jambe, on n'a pas eu un accident de voiture, on se ramasse et puis on continue. Il ne faut pas avoir peur de ne pas y arriver. De toute façon, si on n'essaye pas, on n'y arrivera pas. Donc, il faut arrêter d'avoir peur. Il faut vraiment arrêter de se poser des questions. Et je pense que ça, c'est vraiment très, très féminin. On veut toujours bien faire. Moi, quand je prépare une présentation, je me donne un temps, et à la fin du temps, si c'est pas parfait, tant pis, je me donne 1 heure ou 2 heures ou peu importe. Et si c'est pas parfait, je m'arrête, je garde le temps que je me suis fixé pour ma préparation. Avant, je pouvais y passer des heures et c'est jamais parfait. Donc il faut arrêter, ça sert à rien en fait. Voilà. Pour mes petits conseils. Merci Marie. Et avant de passer la parole à Andrea, Marie, comment toi tu as fait pour justement te renseigner sur les métiers de la data? Est-ce que tu as réseauté? Est-ce que c'est quoi qui t'a aidé justement à y aller en fait, tout simplement? Alors, c'est un petit peu de la triche pour moi parce que j'étais déjà dans l'IT avant. Ouais, j'ai fait du développement pendant longtemps et du coup, j'étais un petit peu déjà dans la partie. Mais je me suis retrouvée au chômage. C'est un moment de ma vie. Et là, je me suis dit, OK, je vais me spécialiser. Donc, j'ai réseauté, c'est exactement ça. J'ai échangé. Je suis allée à la rencontre des gens dans les meet-up pour voir ce qui existait sur le marché. Et comme j'étais pendant 17 ans dans la même société, je ne savais plus trop ce qui existait et ce qui se faisait ailleurs. Donc, j'ai réseauté et je suis tombée sur la WILD, entre autres. J'ai comparé les différentes écoles et le mode de fonctionnement de la WILD était ce qui me correspondait le mieux. Donc, j'ai même commencé par un meet-up avant juste dans les locaux de la WILD, quelques jours avant. Voilà. Super. Ouais, le réseau, c'est très important. Ouais. Mais le vrai réseau... accumuler les contacts, ça sert à rien. Il faut aller à la rencontre des gens et discuter, échanger. Il faut pas avoir des contacts pour avoir un nombre, ça sert à rien. Il vaut mieux avoir quelques contacts et bien échanger avec eux, demander des conseils et s'orienter et être bien guidé plutôt que de cumuler. Parce que avoir des demandes LinkedIn, moi j'en ai tous les jours sur mon compte. Je les accepte, ou pas. Mais les gens, ça va pas plus loin. Donc être en contact pour être en contact, ça sert à rien. Il faut vraiment aller
faut pas hésiter à aller demander conseil. Super. N'hésitez pas d'ailleurs à rajouter Marie-Anne et Andrea sur LinkedIn si jamais vous avez des questions. Andrea, justement, est-ce que pour continuer, des bonnes pratiques pour les juniors, pour ceux qui veulent se lancer? Et, je pense que Anne et Marie ont exprimé à peu près tout, dans le sens où c'est extrêmement important d'être persévérant et de faire une introspection, de voir quelles sont les qualités, quels sont les défauts et de dire voilà comment je peux m'améliorer. Parce qu'en fait, la persévérance pour transformer un échec en réussite est extrêmement importante. Et voir Thomas Edison, il a dit j'ai trouvé l'ampoule dans le bon format après 1000 essais. Et donc, en fait, on ne se rappelle pas ces 1000 essais qu'on avait fait, on se rappelle juste le succès. Donc, il faut essayer 1000 fois, il faut rater 1000 fois pour pouvoir dire, voilà, j'ai essayé tout, j'ai donné mon mieux et finalement laisser les choses se concrétiser à leur part. Et finalement, en fait, ce n'est pas le genre qui nous définit, c'est la qualité de pouvoir interagir avec les personnes. Comme disait Marie, c'est avoir le contact avec les êtres humains, échanger. On est des êtres sociaux et donc, en fait, c'est extrêmement important pour nous d'avoir cette capacité à travailler en équipe, à collaborer, à exprimer des besoins, à écouter. Et tous ces soft skills vont contribuer justement à notre capacité d'interagir au sein d'une équipe. En plus de ça, si on travaille et on arrive à la règle de 10 000 heures qui disent après 10 000 heures, tu es maître, on ne pourrait pas dire qu'on n'est pas accepté sur un poste parce qu'on n'était pas bon. Parce que là, il n'y a plus des excuses. Donc, comme Marie, elle a dit, ne faites pas autant d'introspection, commencez à travailler et finalement, les résultats vont se voir. Parce qu'on travaille, on vit dans une société moderne qui commence à prendre en considération toutes ces failles historiques ou sociales qui ont existé au fur et à mesure. On les conscientise, si je peux utiliser ce mot-là, actuellement. On est très ouvert à les prendre en considération. Et donc, on a toutes les opportunités pour le faire. Commencer avec des campus pour se auto-former est déjà le premier pas. Et donc, Wild Code School fait extrêmement bien ces choses-là. On nous donne les prérequis, les bases pour pouvoir après se lancer sur le marché, sur un domaine totalement nouveau. Voilà. Si j'ai répondu à ta question, Maëlys. Très bien, c'était parfait. Pour finir, tout à l'heure, justement, on va laisser après la place aux questions. On parlait justement du fait que, notamment, généralement, les femmes ont plus de mal à négocier leur salaire. Anne, est-ce que tu aurais des petits tips en tant que talent acquisition specialist sur comment négocier son salaire? Oui, alors il n'y a pas que les femmes, c'est soit les femmes, soit les personnes qui manquent d'expérience en fait quand on est junior, et c'est normal. En fait, j'ai quelques tips. L'idée, c'est de se renseigner un petit peu sur le marché, sur les rémunérations qui correspondent au marché de notre métier. Donc ça peut être, bon, alors moi j'ai des références aussi sur l'industrie du jeu vidéo, mais data analyst, ça existe dans le jeu vidéo. Voilà, on peut aller regarder sur le SNJV, par exemple, les rémunérations à Paris et en région pour ce type de métier. Mais il y a d'autres outils qui vous permettent de trouver les métiers même hors industrie du jeu vidéo. Donc ça peut être l'APEC, vous avez Indeed, Glassdoor, où en fait c'est des personnes qui renseignent leurs rémunérations et qui bossent dans certaines entreprises. Ça vous donne une idée dans les grands groupes, les PME, du salaire auquel vous pouvez prétendre. Vous pouvez aussi sonder votre entourage, donc des personnes qui étaient dans vos promotions à l'école et qui bossent aujourd'hui certainement sur ce type de métier et dans d'autres entreprises. Ça vous permet aussi d'avoir une fourchette. Et les écoles aussi peuvent vous donner une idée des rémunérations auxquelles vous pouvez prétendre en sortie d'études. L'idée, en fait, c'est de ne pas avoir peur de donner ses prétentions et d'aborder le sujet avec le recruteur dès le départ, lors d'un premier call, par exemple, si on vous appelle pour un premier échange par téléphone, vous pouvez déjà aborder le sujet avec le recruteur, lui donner vos prétentions surtout, ou alors le solliciter. Si jamais vous ne savez pas du tout et qu'on vous demande des prétentions, c'est bien aussi de solliciter le recruteur. Il peut aussi indirectement vous donner des infos sur ce que vous pouvez demander. Mais pour pouvoir impérativement donner vos prétentions. Parce que si vous n'en donnez pas, on peut vous donner une rémunération et puis quelques années ou quelques mois plus tard, même vous vous rendez compte en fait que c'était peut-être pas
la rémunération que vous méritez. Vous auriez pu avoir plus. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner, c'est hyper important, et à donner en fait vos prétentions, même si peut-être qu'elles vous paraissent, vous dites c'est peut-être un peu trop élevé. En fait, on va toujours vous en parler en tant que recruteur. On ne va jamais se dire bah non, c'est beaucoup trop élevé, on le refuse ou on la refuse. On va au pire vous le dire, nous on ne sera pas sur cet ordre-là de rémunération, mais on peut vous donner une fourchette où on en discute. Donc il n'y a jamais de candidat qui est rejeté parce qu'il a des prétentions trop hautes. Enfin, en tout cas, je ne connais pas de recruteur qui pratique cette méthode. Donc n'hésitez pas à donner vos prétentions, à rester flexible si c'est un premier emploi ou si c'est un emploi que vous voulez vraiment. Alors voilà, à vous d'analyser en fonction de vos attentes pour votre vie personnelle, ce que vous voulez comme rémunération. Mais si jamais c'est vraiment un poste qui vous intéresse ou si vous êtes en début de carrière, restez flexible à 1 ou 2 cas. C'est pas, ça change peut-être pas grand-chose pour vous au niveau personnel, et en même temps, ça vous permet de démarrer sur un métier qui vous intéresse ou dans une industrie qui vous intéresse. Mais c'est quand même important de connaître sa valeur, que ce soit des juniors, par exemple, qui parfois me disent moi, le SMIC, je prends. Quand on est diplômé, donc on a fait des études supérieures dans certains domaines, non, en fait, on ne demande pas le SMIC. Il faut faire attention aussi à certaines industries qui peuvent en abuser. Parfois, quand vous demandez ça, c'est ce qu'on va vous donner, en fait. Donc, faites attention, apprenez à connaître votre valeur et surtout, à pas vous dénigrer par rapport à ça. J'ai fait un monologue. Super. Non, c'était super. On va passer aux questions et il y en avait 2 pour toi. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour nos intervenantes. De quelle façon devrait-on demander la fourchette de rémunération ? Je pense que c'est un peu de quelle façon tu vas l'aborder avec le recruteur, en fait. Alors, soit le recruteur, il en parle. Nous, on en parle directement, donc ça facilite un petit peu le sujet. Soit, en fait, à vous de prendre la main. La façon, ça peut être de commencer à discuter des modalités du contrat. Est-ce que c'est un CDI? Est-ce que c'est un CDD? Est-ce que vous avez déjà un ordre d'idée des rémunérations qui pourront être attribuées au profil? Généralement, c'est quand même en fonction du profil, de l'expérience ou du niveau d'études, mais en gardant une certaine équité avec les rémunérations de l'entreprise. Mais voilà, ça peut être de demander les modalités du contrat et parler éventuellement des avantages qui existent dans l'entreprise. Et là, vous pouvez un petit peu dévier sur la rémunération. Ok, super. Il y a une question, c'est quoi une journée type d'une data analyst? Je ne sais pas si Andrea ou Marie voulaient prendre la main sur cette question. Marie, est-ce que tu veux répondre? Je ne sais pas s'il y a vraiment une journée type parce qu'on peut avoir plusieurs actions différentes. Donc, ça peut, si on est dans la partie nettoyage de données ou si ça dépend vraiment du moment où on est dans ce qu'on a à faire. Donc, il n'y a pas de journée type. Si tu confirmes, Andrea, mais moi, je ne peux pas me dire qu'il y a ce qu'on a à faire, en fait. Non, mais c'est justement ça, ce que j'allais dire, dans le sens où le terme data analyst est assez large parce que, comme je dis, ça dépend de structure. Et si, par exemple, l'entreprise est de petite taille, on s'attend que toi, en tant que data analyst, puisses aussi t'occuper sur les requêtes de données sur les serveurs SQL, par exemple. On voudrait aussi voir s'il y a une plateforme de type Hadoop Big Data qu'on pourrait mettre en place et donc c'est toujours toi qui devrais le faire. On pourrait aussi demander est-ce qu'il y a des modèles que tu peux nous proposer et en tant que data analyst, tu dis je sais pas, mais tu commences à chercher et tu commences à apprendre. Donc, si l'entreprise elle est petite, il n'y a pas de journée type parce que de toute façon, la base sur laquelle on se concentre, ce sont les rapports, ce sont des modèles statistiques, ce sont des choses assez rudimentaires, mais en fait, on peut vite arriver à travailler sur des projets où on demande des autres problématiques à résoudre. Et donc, c'est pour ça que Marie bien dit, il n'y a pas une journée type et qu'en fait, ces fonctions sont très bien prédéfinies lorsqu'on est dans des grosses structures et où dans le pôle de data, il y a déjà une équipe qui a bien prédéfini chaque rôle en part. Et donc, c'est pour ça, un journée type de data analyst, ça n'existe pas, mais c'est juste une journée où un data analyst peut faire évoluer les choses sur des projets spécifiques selon les besoins du client ou du métier. Voilà, donc
cette capacité, surtout à être consultant, mais voire à travailler en interne, c'est la capacité d'être flexible et de s'adapter parce qu'on apprend toujours et on ne s'arrête pas à apprendre dès le moment de la sortie de l'école comme j'ai pensé il y a 5 ans. Et donc, en fait, on apprend toujours, on ne s'arrête jamais et plus de connaissances, plus d'expérience qu'on a, le mieux c'est pour nous, plus de visibilité pour des collègues autour de nous pour nous demander les services et de l'aide. Super, merci. On a 2 questions. Une question pour Anne. Comment connaître sa valeur sur le marché lorsqu'on reprend une formation comme la WILD, nouvelle compétence tech qui complète une expertise dans un autre domaine? Alors, c'est sûr que si on est en reconversion, c'est un peu plus compliqué de connaître sa valeur. L'idée, nous, ça nous est arrivé d'ailleurs avec une personne de la WILD, d'avoir quelqu'un qui avait un background autre que la data. Et en fait, je pense que ce qu'il faut faire déjà, c'est pendant le process de recrutement, sortir en fait les compétences qui pourront vous servir sur votre futur métier, parce qu'il y a des compétences qui restent quand même communes. Et ces compétences à valoriser, elles sont importantes. Cette personne, on ne lui a pas fait une proposition comme un junior parce qu'on a pris en compte les 15 années précédentes qu'elle avait et c'était en tant que commerciale. Alors oui, ça n'avait pas de lien, mais en tous les cas, elle a quand même développé une maturité professionnelle et certaines compétences qui peuvent être réutilisables sur le métier de data analyst. Donc, même des compétences humaines, en fait, on pense beaucoup aux compétences techniques. Les compétences techniques, vous pouvez les développer avec des formations, avec une première expérience. Les compétences humaines, ça, c'est vraiment ce sur quoi on axe beaucoup nos process de recrutement parce qu'on estime que ça, c'est compliqué d'apprendre des compétences humaines. Donc, elles sont intrinsèques et c'est sur ça qu'il faut vraiment miser, je pense. Donc, connaître sa valeur sur le marché en reconversion, je pense que c'est un peu complexe. Par contre, mettre en avant les compétences de votre première partie de carrière, ça, c'est intéressant. Et voilà, vous pouvez demander comme ça à valoriser cette première partie. Oui, c'est ce qu'on appelle un peu, enfin nous en tout cas, ce qu'on appelle à la WILD pour nos élèves des compétences transversales, la résolution de problèmes, le relationnel. Il y a beaucoup de choses en fait qui peuvent être mises en avant sur ce que vous avez fait avant. Effectivement. Merci beaucoup, Anne, pour ton retour. Ça, c'est peut-être plus pour Marie. Comment on choisit la bonne visualisation des données en statistique pour ne pas avoir de biais sur le retour? Alors, la bonne visualisation, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de tes données, ça dépend de ce que tu veux montrer. Donc, la pratique et écouter les retours de l'utilisateur, mais il n'y a pas la bonne règle. Ça dépend de tes données et surtout de ce que tu veux montrer. Si tu veux tricher, tu vas utiliser des camemberts. Il n'y a pas de bonne règle. Ça dépend de ce que tu veux faire. Ça dépend de l'objectif. Oui, ça dépend de l'objectif, puis ça dépend de tes données. Si tu as des catégories, des dates, ça dépend vraiment de ce que tu veux montrer, de ce que tu veux faire ressortir de tes chiffres, parce qu'avec les mêmes données, on peut faire ressortir énormément de choses. Donc, ça dépend de ton objectif. Et juste pour compléter, pour répondre à Hichem, il y a un livre très intéressant que tu peux lire sur ça qui s'appelle How to Lie with Statistics. Donc là, en fait, c'est très intéressant à le lire parce que en tant que statisticien ou data analyst surtout, on a le pouvoir sur comment est-ce qu'on veut représenter nos données et qu'est-ce qu'elles veulent transmettre parce que les mêmes données montrées de façon différente peuvent transmettre des stimules informatiques, des informations totalement différentes. Et donc, si vous êtes intéressé, lisez ce livre-là. Et là, l'auteur, il explique bien le fait que surtout dans la partie de journaux, on montre les données de telle façon qu'elles sont désirées être présentées par les owners de ce journal et par les parties prenantes et non pas forcément de présenter l'information telle qu'elle est par rapport à la vue globale. Donc, la question
comment est la meilleure façon de représenter nos données de façon visuelle. C'est extrêmement complexe et il y a plein de courses que vous pouvez trouver parce que ça, c'est toute une science en soi-même. Et donc, on ne pourrait pas dans 5 minutes répondre rapidement, mais c'est plutôt un parcours à réaliser par soi-même. Le titre du livre, c'est How to Lie with Statistics. J'ai Oui, mis, c'est ça. Parfait. le lien. Merci beaucoup. Il me semblait que j'avais vu passer. Il y avait une question sur quels sont les horaires de travail que vous avez en moyenne. Les horaires de travail, je pense que ça dépend des entreprises parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui pratiquent le flex time. Donc, moi, à Ubisoft, on peut arriver entre 8h, 8h30 et 9h30 et on prend entre 1h et 1h30 de pause à midi et on peut partir à partir de 17h30, 17h30. Andrea, Marie? Oui, moi, bien sûr, cette flexibilité, elle est importante si les équipes et les projets vous permettent. Et si c'est pas le cas, je pense que c'est à peu près la règle générale qui s'applique en France, le fait qu'on commence à 9h, par exemple, dans mon cas, et qu'on finisse à 18h avec 1h et demie de pause à midi aussi. Donc voilà, c'est à peu près la même règle. Et pour moi, c'est la même règle, même si elle n'est pas écrite en fait. Mais ça fait une bonne journée de travail et on n'a pas d'heure de démarrage, on n'a pas d'heure pour terminer. On passe le temps qu'il faut dans la journée pour faire son travail et le faire avancer comme. Mais c'est à peu près ces ordres. Ça commence à 8h30, 9h et finir vers 5h30, 6h. Alors ça peut être parfois plus, parfois moins. Ça dépend aussi de la charge de travail. Quand tu as sur un projet où tu as une grosse charge de travail, tu peux faire un moment de ton projet, tu peux faire des journées plus grosses, des grosses semaines, et des semaines où c'est plus cool, au lieu de finir à 6h, tu peux te permettre de finir à 4 ou commencer un petit peu, prendre un peu plus de temps le midi. Voilà. Oui, donc juste comme dans le projet, quoi. Comme règle générale, consultez-vous avec vos supérieurs, avec vos collègues pour voir parce que c'est important d'être aligné avec eux. Mais en général, on peut être flexible et une fois que le travail est fini pour la journée, normalement, il n'y a pas de sens de passer encore 3 heures au boulot pour rien. Donc, c'est plutôt la qualité qui l'emporte sur la quantité. Voilà. Ça marche. Est-ce que ce sont des métiers, les métiers de la data sont des métiers qui nécessitent des déplacements pro? Ça va dépendre, je suppose, non? Andrea, peut-être? Est-ce que tu peux répéter la question? Je n'ai pas tout compris, désolée. Est-ce que les métiers de la data sont des métiers qui nécessitent des déplacements professionnels? Ça dépend du type de l'employé que tu es, par exemple, voir si tu es un individuel. Donc, en tant que consultant, normalement, vous aurez toujours dans votre contrat une clause de déplacement. Et donc, en fait, il est important, lorsque vous négociez votre contrat, de vous assurer qu'en fait, il ne sera pas le cas. Donc, c'est-à-dire qu'en tant que consultant, il y en aura toujours cette clause. C'est-à-dire que si jamais on ne trouve pas une mission pour vous, vous serez amené à vous déplacer et éventuellement sur un court terme. Ça peut exister. En tant qu'interne, normalement, ce n'est pas le cas. En tant qu'auto-entrepreneur, encore une fois, ça dépend de où les clients sont positionnés et des besoins. Et il y a des moments où ça m'est arrivé de me déplacer pour une journée ou 2 journées pour siège à Paris ou voilà, avec voir des clients dans la région. Et donc, cette mobilité, elle est importante, pas obligatoire, mais en tant que consultant, il faut faire attention si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Voilà. C'est noté. Ça marche très bien, Andrea. C'est 19h, du coup, je vais prendre les 2 dernières questions de Guillaume et d'Élodie. Est-ce que des compétences linguistiques sont demandées, par exemple l'anglais? Je vais répondre. Alors, pour le travail, ce n'est pas obligatoire. Ça dépend avec qui tu travailles et du quotidien. Par contre, quand tu as un problème, s'il faut aller sur des forums ou aller chercher dans la communauté pour accéder à des réponses, si tu ne parles pas anglais, c'est très, très compliqué. Parce que la majorité des forums et les communautés, tous les échanges se font en majorité en anglais.
Donc, dans ton travail, dans ton quotidien, ce n'est pas obligatoire, mais dans notre métier, quel que soit le métier, on doit se débrouiller, aller chercher la solution, et les communautés, ça sera en anglais. Donc, ce n'est pas mandatory, mais c'est fortement conseillé, au moins de savoir le lire et le comprendre. Au-delà de le parler, il faut au moins savoir le lire et du coup le comprendre. Pour rebondir sur ce que Marie a dit, moi, je fais des qualifications techniques aussi. Et pour moi, ce point, pour une entreprise comme Devoteam, qui a des clients de partout le monde, c'est un point assez important. Donc, ça dépend d'entreprise, comme Marie elle disait, mais je vois que ce besoin de connaître la langue anglaise est de plus en plus important. Et ça dépend de l'environnement. Par exemple, moi, je travaille 80% en environnement anglais. Et donc, ça vous amène un vrai avantage concurrentiel si vous connaissez la langue anglaise. Et donc, de toute façon, la langue anglaise devrait être pour vous comme une deuxième langue. Et donc, si vous n'avez pas encore des compétences, je vous conseille fortement d'investir du temps pour les acquérir, parce que si vous avez les mêmes qualités avec une personne qui en plus connaît la langue anglaise, vous ne voulez pas risquer qu'elle soit prise à votre place juste parce qu'elle connaît la langue anglaise et que, par exemple, pour des possibles opportunités, elle sera plus adaptée à un environnement international. Donc, restez ouvert avec ça. Et pour moi, je considère que c'est un point important, surtout en tant que développeur, parce que, comme Marie le disait, les plateformes de collaboration sont à presque 100% anglophones. Et donc, si on veut faire du debugging et on ne connaît pas la langue anglaise et toutes les subtilités des expressions, parfois, on est amené sur des mauvaises pistes. Voilà. Très bien, merci pour vos retours. Une question sur le télétravail, est-ce qu'il est généralisé dans ces métiers et à quelle fréquence en moyenne? Marie? Alors, le télétravail, chez nous, il est généralisé par force, on va dire. Ça ne l'était pas avant Covid. Là, aujourd'hui, on a un jour de travail sur site, on est à 4 jours de télétravail par semaine. Après, ils sont en train de réfléchir à comment le futur, mais je pense que c'est un petit peu dans toutes les entreprises. Le avant n'existera plus et le après se réfléchit et on est en train d'inventer une nouvelle façon de travailler. Après, le télétravail, c'est bien, mais pas que. Et il faut trouver une solution mixte, je pense, parce que le côté social, la relation, les collègues, aller manger ensemble à midi, aller boire un café, échanger en vrai derrière un écran, c'est sympa, mais c'est pas pareil. Donc, il faut trouver un bon compromis entre les deux et en 2 jours, 3 jours, ou peu importe dans quel sens, en fait. Moi, je pense que c'est un bon compromis. Andrea, Anne, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je pense que c'est comme Marie, quoi. C'est en train de se décider. Bon, aujourd'hui, on a, par la force des choses, du télétravail imposé. Ça reste la règle pour protéger tout le monde, mais on a la possibilité de plus en plus de revenir parce que certaines personnes ont souffert quand même du télétravail à 100%, encore une fois. Je pense quand même que ça risque d'être l'avenir dans beaucoup d'entreprises, de façon hybride, hein, bien sûr, sans forcément du 100% de télétravail. Mais le télétravail de façon ponctuelle, ça pourra permettre effectivement de travailler sur les sujets d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Et par contre, je rejoins Marie sur le fait que les interactions réelles, c'est hyper important. Donc, je pense que le format hybride est le plus opportun. Très bien. Andrea, rien à rajouter? Et je pense que c'était à peu près tout qui a été dit. Juste par rapport à la question, le télétravail, non, il n'est pas forcément généralisé pour toutes les entreprises. Par exemple, chez Devoteam, nous avons eu des collaborateurs qui ont travaillé aussi sur place, même sur cette période un peu critique, parce que c'était un besoin pour eux de rester dans l'entreprise et non pas faire sortir des données cruciales pour l'entreprise. Donc, il y a parfois des situations où on est obligé de passer ce temps-là, mais selon les entreprises, on peut s'adapter. Et le plus important est juste de vérifier avec votre employeur et de voir quelles sont les conditions. On s'est tous rendu compte actuellement que le travail de développeurs ou des personnes qui travaillent dans la data
peut être faite complètement à la maison, mais préférablement sera cette possibilité mixte où on est aussi sur place pour rompre un petit peu le quotidien et pour sortir de notre zone de confort, où parfois on peut s'endormir sans se rendre compte, dans le sens où si on passe notre vie personnelle et professionnelle entre les quatre murs toujours, c'est difficile de dissocier ces deux vies et parfois cet équilibre vie personnelle et vie professionnelle n'est plus si évident. Donc c'est encourageable de rompre en fait cet quotidien en allant sur place et en retrouvant des personnes parce que c'est comme ça qu'on garde notre côté interactif et nos soft skills en garde. Voilà. Exactement, merci beaucoup. Pour finir, un partage de ressources. Le livre blanc de Welcome to the Jungle, comment augmenter petit à petit la place des femmes dans la tech, qui est un livre blanc extrêmement intéressant. Vous avez des rôles modèles, on en parlait justement de femmes pionnières dans l'informatique et puis plein d'autres choses, c'est très inspirant. Vous en avez parlé également, il y a un document qui est sorti sur tous les métiers de la data par l'APEC. Il y a notamment des fourchettes de salaire, toutes les missions, les tâches, etc. Donc, c'est très intéressant. Et puis, un TED aussi, parce que les TED, c'est aussi top. The Human Insight Missing from Big Data. Voilà, qui est aussi très inspirant. Donc, je vous invite à aller checker ces ressources pour encore aller plus loin. Je vous mets mon mail si jamais vous avez des questions. Et bien évidemment, je remercie encore Anne, Andrea et Marie qui nous ont fait des super témoignages. Donc, c'était très intéressant. Merci à vous. Puis merci aussi au public, au public, l'auditoire qui était là, je me crois, dans une salle de concert. À l'auditoire qui était là, voilà, c'était vraiment très intéressant. Merci pour vos questions. Et puis voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu et que ça vous a inspiré. Merci pour l'invitation encore une fois et profitez bien de ces vacances. Voilà. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci, bonne soirée.